Salutations chers auditeurs et spectateurs, c'est Vérité à venir et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 6 de la guerre ouverte contre les peuples. Steve Jobs, qui était le PDG d'Apple jusqu'à son décès en 2012, a révélé dans une interview avec le New York Times en 2011 qu'il interdisait à ses enfants d'utiliser le nouvel iPad. D'autres patrons de la Silicon Valley en ont fait de même. Après des décennies de baisse constante, les suicides et les symptômes dépressifs chez les jeunes âgés de 13 à 18 ans sont repartis à la hausse aux États-Unis depuis 2010. Et pas qu'un peu. Une tendance d'autant plus préoccupante chez les adolescentes. Chez les jeunes filles, le taux de suicide a augmenté de 65% entre 2010 et 2015 et a été multiplié par 2 depuis la fin des années 1990. Tels sont les résultats d'une grande étude menée par une équipe de psychologues affiliés aux universités de San Diego et de Floride sur la base de 2 enquêtes rassemblant 506 820 individus. Un travail montrant que la prévalence des symptômes dépressifs est indépendante de la classe sociale et que le nord-est des États-Unis semble relativement épargné par cette nouvelle vague suicidaire. Comment expliquer ce phénomène ? Jean M. Twenge, Thomas H. Wenner, Megan L. Roger et Gabriel N. Martin n'établissent aucun lien de causalité directe, mais pointent du doigt de probables coupables. L'usage des écrans en général et des réseaux sociaux en particulier. Ainsi, selon leurs calculs, les adolescents branchés sur leur smartphone plus de 5 heures par jour ont 66% de risque supplémentaire de souffrir de symptômes suicidaires que ceux qui ne consacrent qu'une heure quotidienne aux écrans. En outre, la hausse spectaculaire du taux de suicide et des symptômes dépressifs chez les adolescents coïncide avec le boom des appareils connectés et de la fréquentation des réseaux sociaux. En 2015, 92% des adolescents américains possédaient un smartphone. Le cyberharcèlement est défini comme, je cite, un acte agressif, intentionnel perpétré par un individu ou un groupe d'individus au moyen de formes de communication électronique de façon répétée à l'encontre d'une victime qui ne peut facilement se défendre seule. Fin de citation. Le cyberharcèlement se pratique via les téléphones portables, les messageries instantanées, les forums, les chats, les jeux en ligne, les courriers électroniques, réseaux sociaux, les sites de partage de photographies, etc. Il peut prendre plusieurs formes telles que les intimidations, les insultes, les moqueries ou les menaces en ligne, la propagation de rumeurs, le piratage de comptes et l'usurpation d'identité digitale, la création d'un sujet de discussion, d'un groupe ou d'une page sur un réseau social à l'encontre d'un camarade de classe, la publication d'une photo ou d'une vidéo de la victime en mauvaise posture, ou encore le sexting, la contraction de sexe et texting, qu'on peut définir comme, je cite, des images produites par les jeunes, 17 ans et moins, qui représentent d'autres jeunes et qui pourraient être utilisées dans le cadre de la pornographie infantile. Fin de citation. Mon corps, mon choix. Le planning familial français œuvre depuis 1961 pour l'accès à l'avortement et aux contraceptifs présentés officiellement pour aider les femmes et leur éviter des avortements clandestins. En 1967, la loi Neuwirth autorise la contraception. En 1973, une circulaire prévoit des cours d'éducation sexuelle facultatifs dans les collèges. À la fin des années 70, les libraires regorgent d'ouvrages qui expliquent aux enfants la sexualité et la reproduction. L'ancêtre de notre planning familial est créé en 1916 par l'américaine Margaret Sanger. La libération d'un eugénisme décomplexé. Un combat contre la dignité humaine. Margaret Higgins Sanger, en complément de son militantisme pour la contraception et la liberté d'expression, voulait favoriser un eugénisme par le contrôle des naissances. Dans cette perspective du chamboulement des mœurs, nous pouvons nous pencher sur ce qu'écrivit Platon dans République 5. Je le cite. « Il faut, selon nos principes, rendre les rapports très fréquents entre les hommes et les femmes d'élite et très rares entre les sujets les moins estimables de l'un et de l'autre sexe. De plus, il faut élever les enfants des premiers et non ceux des seconds si l'on veut avoir un troupeau toujours choisi. Enfin, il faut que les magistrats seuls connaissent toutes ces mesures pour qu'il y ait le moins de discorde possible dans le troupeau. » Fin de citation. Malgré les mouvements de révolution sexuelle dans les années 1970,
une majorité de Français considérait l'homosexualité comme une maladie. Considérée comme une pathologie psychiatrique jusqu'en 1973 aux USA et jusqu'en 1992 en France, l'homosexualité avait sa place dans un diagnostic au même titre que la schizophrénie ou la dépression. Le lobbying gay va se développer durant les années 1970 aux États-Unis pour faire pression sur les participants des congrès de l'Association des psychiatres américains, APA. Après un débat très médiatisé, le terme homosexualité est retiré de la classification américaine des maladies mentales à l'issue d'un scrutin réunissant plus de 10 000 psychiatres qui ont voté à 58% de voix pour et 37% de voix contre. L'homosexualité, si elle n'est pas reconnue comme sexualité normale, est en partie abandonnée comme diagnostic et remplacée dans le DSM par le diagnostic, je cite, d'homosexualité égo-dystonique, c'est-à-dire en désaccord avec les valeurs propres de la personne et donc susceptible de mener à une souffrance psychique, comme les paraphilies, fétichisme, exhibitionnisme, sadomasochisme. L'homosexualité n'est donc considérée comme pathologique que lorsque la personne en souffre et cherche à changer de sexualité. En France, les psychiatres se référaient par le passé à la classification internationale des maladies, CIM, de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, qui conservera l'homosexualité comme diagnostic jusqu'au 17 mai 1990. Malgré la dépénalisation de l'homosexualité en 1982, après l'élection de François Mitterrand, elle reste classée comme une pathologie jusqu'en 1992. Elle est remplacée ensuite par, je cite, troubles sexuels égo-dystoniques. Même si ce terme est très peu utilisé, il reste un diagnostic possible encore aujourd'hui. En 1998, une mobilisation générale s'organise de la part d'un collectif associant une petite délégation de représentants de familles de France, de familles catholiques et de l'association des naissances multiples qui souhaitent interpeller sur, je cite, les dangers du pacte civil de solidarité, PACS, expliquant que le projet, je cite, est à l'évidence bien plus large que d'améliorer les rapports financiers entre deux personnes vivant ensemble, et dénonçant au passage, je cite à nouveau, le lobby homosexuel, minorité fortement active, qui pense au mariage puis à l'adoption. Fin de citation. À l'origine du projet, c'est une proposition de loi de, je cite, partenariat civil enregistré, déposée au Sénat par Jean-Luc Mélenchon en 1989, fraîchement franc-maçon au Grand Orient de France depuis 1983, qui restera sans suite. Ce n'est que près de 10 ans plus tard, en avril 1998, que Jean-Pierre Michel et Patrick Bloch, du Parti socialiste, remettent à la commission des lois un projet de pacte civil de solidarité, PACS. En 2016, Patrick Bloch a prouvé son manque de compassion envers les chrétiens. Interrogé par la députée Véronique Besse sur les paroles d'un chanteur du Hellfest qui encourageait à, je cite, « pisser sur le Christ et tuer les prêtres », ce président de la commission s'était refusé à répondre à la question en l'évinçant tout sourire, rappelant que la création artistique est libre. Les partisans de ce changement avançaient leur rhétorique pour contrer et décrédibiliser les mouvements qui percevaient une attaque contre la famille et le mariage. Les opposants relevaient l'importance du fondement de la famille. Je cite, « Chaque enfant a le droit à un père et une mère. » Ou encore, « La famille, ça réchauffe. » Pour les progressistes, ce programme n'était en aucun point en confrontation avec la construction familiale où chaque enfant a le droit à un père et une mère. Au nom de la liberté, celle qui va dans leur sens, ils refusent de se faire imposer des valeurs vertueuses. Passant à l'offensive en reprenant un socle qui avait été déjà rassemblé quelques années auparavant, quant au sujet de l'avortement, mettant en scène la conception de, je cite, « mon corps, mon choix », où personne n'oblige quiconque à avorter. L'épiscopat français présageait une fragilisation du mariage si la loi venait à passer et s'inquiétait également sur l'ouverture à l'adoption. Le 17 septembre 1998, déjà, à la veille de l'ouverture des débats sur le pacte civil de solidarité, le conseil permanent de cet ensemble d'évêques avait qualifié la proposition de loi, je cite, « d'inutile et de dangereuse ». Fin de citation.
Les évêques étaient catégoriques sur ce que représente la famille. Je cite. Pour certains promoteurs de cette proposition de loi, l'objet principal des mesures envisagées est de fournir une reconnaissance sociale à la relation homosexuelle. Ils revendiquent, pour un avenir plus ou moins proche, un mariage pour les homosexuels, voire l'adoption d'enfants. Or, il n'y a pas d'équivalence entre la relation de deux personnes du même sexe et celle formée par un homme et une femme. Seule cette dernière peut être qualifiée de couple, car elle implique la différence sexuelle, la dimension conjugale, la capacité d'exercer la paternité et la maternité. L'homosexualité ne peut pas, à l'évidence, représenter cet ensemble symbolique. Fin de citation, et de continuer plus loin, je cite, « Alors que nous voyons tant de jeunes se désocialiser, que les plaintes d'absence de repères se font de plus en plus nombreuses, il ne faut pas que la loi ajoute de l'incohérence à la confusion relationnelle de l'époque actuelle. Les réflexions menées sur l'intégration sociale des jeunes ont assez fait ressortir le rôle décisif des parents, pères et mères, rôle reconnu nécessaire pour l'éducation des enfants. Il y aurait une réelle contradiction à rappeler aux parents leur mission sociale alors qu'en même temps, on affaiblirait l'image sociale du mariage et de la famille. » Fin de citation. Le 15 novembre 1999, la France vivait une petite révolution sociétale. Pour la première fois, les couples homosexuels obtenaient une reconnaissance de leur union avec la création du pacte civil de solidarité. L'avertissement des évêques ne fit pas la bascule, malgré le risque du Pax délibérément voulu, fragile, pour accélérer la scission des familles et l'expansion des divorces. Des associations comme des catholiques avaient vu juste sur l'ambition des couples gays, une fois reconnus, de franchir une étape de plus en demandant l'adoption d'enfants. La filiation naturelle est établie différemment pour la mère et le père dans le cadre d'un Pax. En 2002, une certaine mademoiselle E.B. a saisi la Cour le 2 décembre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alléguant avoir subi, à toutes les phases de la procédure de demande d'agrément en vue d'adopter, un traitement discriminatoire fondé sur son orientation sexuelle et portant atteinte à son droit au respect de la vie privée. Dans l'arrêt, mademoiselle E.B., donc c'est France du 22 janvier 2008, la Cour européenne des droits de l'homme a dit, par 10 voix contre 7, qu'il y a eu violation de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, combiné avec l'article 8, en raison de la distinction dictée par des considérations tenant à l'orientation sexuelle de la requérante, opérée par les autorités françaises pour rejeter une demande d'agrément en vue d'adopter, et que l'État défendeur doit verser à la requérante, dans les 3 mois, 10 000 euros au titre du préjudice moral, ainsi que 14 528 euros au titre des frais et dépenses, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt. En 2007, la Cour de cassation avait jugé illégale l'adoption au sein des couples gays. Mais, en juillet 2010, elle a accepté de reconnaître en France l'adoption d'un enfant par un couple homosexuel qui avait été autorisé aux États-Unis à partir de 1993 par État. Le dernier à l'adopter le fait en 2016. En octobre 2010, toutefois, le Conseil constitutionnel douchait les espoirs des homosexuels en rappelant que l'autorité parentale est réservée aux couples mariés, empêchant de fait l'adoption conjointe par un couple homo et renvoyait la balle aux législateurs. L'opposition au mariage homosexuel et à l'homoparentalité en France est constituée par l'ensemble des mouvements associatifs, politiques et religieux refusant l'ouverture du mariage civil aux couples de personnes de même sexe et l'adoption par ces mêmes couples. Cette opposition se manifeste notamment à partir du 15 août 2012, peu avant que le projet de la loi dit « mariage pour tous », qui élargit le mariage et l'adoption aux couples de même sexe en France, ne soit présenté et ne devienne une loi promulguée de la République le 17 mai 2013. Au premier plan de ces mouvements, le collectif La Manif pour tous, qui devient en 2023 le syndicat de la famille, alors représenté par la militante catholique Frigide Barjot, organise du 17 novembre 2012 au 26 mai 2013 des manifestations de grande ampleur contre cette mesure. Le 14 novembre 2012, Jean-Pierre Michel est nommé rapporteur du projet de loi
ouvrant le mariage aux personnes du même sexe. Il intervient médiatiquement à plusieurs reprises contre les adversaires du projet et refusera d'échanger avec le collectif La Manif pour tous lors de l'examen en commission, ne cachant pas son soutien pour la gestation pour autrui, que ça concerne les couples hétérosexuels comme les couples homosexuels. Une méthode dénoncée pour sa désacralisation des corps et qui favorise la mise en place d'un marché humain où des femmes mettent en location leur corps. Et lorsque la pénurie se fait ressentir, alors s'ensuit tout un marché parallèle de barbarie, un esclavage moderne. Avec la loi du 17 mai 2013 sur le mariage pour tous, promise par François Hollande avec l'élection présidentielle, la France est devenue le 9e pays donc européen et le 14e pays au monde à autoriser le mariage homosexuel. Cette loi a ouvert de nouveaux droits pour le mariage, l'adoption et la succession, au nom des principes d'égalité et de partage des libertés. Palier après palier, la désorganisation de la famille s'effectue avec elle un marché toujours plus important, celui du commerce de l'humain qui consomme l'humain. L'homme se trouve asservi et avili comme un simple objet, un produit que l'on peut acheter ou utiliser à sa guise, selon ses finances et ses envies du moment. Les décideurs ont finalisé un plan pour ce changement par la loi du 21 février 2022 en supprimant la difficulté pour adopter, ouvrant l'adoption à tous les couples, qu'ils soient mariés, pacsés ou simplement en concubinage, sans qu'il n'y ait aucune différence liée à l'orientation sexuelle des membres du couple. Les groupes opposés au mariage homosexuel contestent également la modification du Code civil par la suppression des termes père-mère au profit des termes parent 1, parent 2 et, s'agissant de la filiation, la remise en cause d'un droit pour un enfant d'avoir un père et une mère. Une tentative de conditionnement depuis les formulaires scolaires. Là où étaient auparavant écrits père et mère, ce sont désormais les mentions parent 1 et parent 2 qui apparaîtront. La mesure qui vise à reconnaître l'homoparentalité a été adoptée donc le mardi 12 février 2019 par les députés dans le cadre du projet de loi sur l'école de la confiance. Mais le texte, qui prévoit de remplacer les mentions père et mère par les termes parent 1 et parent 2 dans les formulaires scolaires, est finalement supprimé par les sénateurs le mardi 21 mai 2019. Ce n'est que partie remise, et nous le savons très bien. Il suffit de se remémorer les méthodes employées pour noyer le poisson. Le ministre de l'Éducation nationale avait appelé les sénateurs à faire preuve de sagesse face à un projet qu'il ne considérait pas encore mûr. En 2018, il y a eu la même tentative de remplacement des termes en Israël. Un certain nombre de rabbins importants de la communauté sioniste religieuse avaient alors publié une déclaration dénonçant la modification des termes relatifs à la parentalité dans certains formulaires officiels de l'État, passant de mère et père à parent 1 et parent 2. Pour museler les derniers libres penseurs, fervents défenseurs de la nature humaine et d'un modèle qui perdure depuis des millénaires, le gouvernement de Sarkozy instaura le délit d'homophobie, un projet de loi qui avait été repoussé à de nombreuses reprises sous la présidence de Chirac. Que les actes violents et les propos injuriés soient condamnés est une chose acceptable, mais de là à dire que le moindre propos contre les homosexuels constitue un délit, c'en est une autre. Je ne vois pas où se situe le délit des humains qui remettent en cause des pratiques ou encore s'interrogent sur les travestissements des valeurs familiales. La minorité est instrumentalisée par des lobbies et une fraction des LGBT tombe dans ce piège, alors que les chrétiens et d'autres qui s'opposent au mariage pour tous, à la PMA, à la GPA, n'ont rien contre les êtres vivants, mais contre les pratiques et la propagande qui est chaque jour plus présente. Il ne s'agit ni plus ni moins que de verrouiller la liberté d'expression au nom du respect des minorités qui peuvent se sentir outragées, dégradées face à la teneur de certains discours. Par contre, dans les actions et les messages véhiculés, les propagandes, et jamais, au grand jamais, il est entendu le cri du cœur des religieux et de ceux qui observent une dégradation de la société. En avant toute, marche, si tu n'es pas dans les rangs du progressisme, alors tu es accusé de tous les maux. Silence radio. Pas un mot pour les traditionalistes. Ce sera tout pour aujourd'hui. Passez une agréable journée. C'était Vérité à venir et les valeurs sont ancrées, la victoire assurée. Bye.